Bonjour. Donc, je m'appelle Jérôme Bédard, je suis Applied Scientist et Machine Learning Developer chez Coveo depuis maintenant 3 ans, un peu plus que 3 ans. Qui ici connaît Coveo et sait ce qu'on fait? Ah, OK. On va y aller vite sur la présentation, puis je vais vous laisser poser des questions d'abord parce que là, ça ne donne rien. Si personne n'apprend rien. Donc, Coveo a été fondé en 2005, c'est un spin-off de Copernic, pour ceux qui connaissent Copernic. Donc, on offre essentiellement une plateforme SaaS, en parenthèse Software as a Service. On a essentiellement 4 lines of businesses. On fait du e-commerce, du website search, du workplace search, genre intranet search, et du service. Donc, on a commencé à faire du machine learning avec du behavioral data en 2012. Notre premier modèle de AI-powered recommendation. Donc, on ne fait pas seulement du search, on fait aussi des recommendations. En 2014, on a commencé ça. 2018, on a commencé à faire du deep learning pour faire du intent detection et du personalization dans nos résultats de recherche, c'est-à-dire des résultats de recherche et des recommandations qui sont personnalisés pour le user, qui sont personnalisés au niveau du user dans la session. On fait du semantic search depuis 2020. Depuis 2021, on travaille avec des LLM, des Large Language Models, pour faire des modèles, par exemple, de Smart Snippet et de Case Classification. Smart Snippet, c'est en gros des résumés, des petits textes de résumés de documents qui sont générés par des modèles de NLP. Case Classification, c'est pour classifier essentiellement des demandes ou des support cases qui rentrent dans un pipeline quelconque, qui sont définis par du texte, pour être capable de classifier ça, par exemple, si est-ce que c'est un technical support, est-ce que c'est une plainte d'un client, est-ce que c'est quelque chose qui a rapport avec le setup de ton account, est-ce que c'est une demande d'information, donc classifier du texte essentiellement dans des catégories. Et puis, depuis 2023, on a un modèle de GenAI qui est maintenant en production, qui est utilisé par plusieurs clients, qui est essentiellement un chatbot, mais qui est scopé autour du contenu particulier d'un client. Donc, c'est pas, ça réduit énormément les chances d'hallucination. Ce n'est pas des réponses qui sont générées à partir du contenu, à partir de tout le web au complet. C'est des réponses qui sont générées à partir du contenu du client. Ça respecte toutes les policies là, de sécurité et de les données confidentielles que certains utilisateurs n'ont pas le droit de voir, etc. Notre modèle de GenAI est capable de prendre ça en compte et de scoper les résultats du Generative Answering avec ce que le user a le droit de voir, ce qu'il est censé voir, etc. Euh, Ça fait le tour. Avez-vous des questions, des choses que vous aimeriez savoir? Si ça fait le tour, ben, tant mieux. On va passer à. Oui, oui. Stratégiquement, on target les gros poissons, mais il n'y a pas de raison. Ben, pour vrai, c'est ça. Là. Coveo, on essaie d'aller chercher plus des gros clients. On essaie d'avoir beaucoup, ben, je dirais peu de gros clients. On essaie de targeter les gros. On n'essaie pas de se multiplier et puis d'aller chercher des milliers de clients tout petits. On essaie d'avoir moins de clients, mais des gros. En général, c'est ça notre stratégie, mais il n'y a pas de raison que nos offres de produits ne soient pas compatibles avec des petits clients. Là. C'est pas on blacklist pas les petits, là, les petits joueurs. Autre question? Good? Voilà. C'est vrai. Deux petites secondes. Bien. Je vais être sur deux portables parce que je veux mes notes de présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Kevin, je compte sur toi pour me ralentir si je parle trop vite parce que je suis stressé. Première présentation. Euh, Est-ce que vous avez déjà vécu des situations, c'est pas journée même ou en fin de journée, que vous sortez du bureau, vous avez l'impression d'avoir la tête qui veut vous sauter, la tête pleine, vous avez juste le goût de vous mettre dans une bulle ou dans votre chambre, bien tranquille, puis que parler à personne parce que vous avez juste trop traité d'informations. Est-ce que c'est arrivé à des gens ici récemment ou dans leur vie? Oui, j'imagine que oui.
Pas mal tous les jours, ouais, on a un métier pas mal plein d'informations, effectivement. Euh, dans le fond, ce que je veux vous parler aujourd'hui, je vais garder le secret, la charge mentale professionnelle. On parle souvent de la charge mentale familiale. Souvent, c'est plus attribué aux demoiselles, mais c'est quelque chose qui peut être masculin aussi comme problématique. Puis, tout le monde peut la vivre aussi au travail, au niveau professionnel. Fait qu'on va parler on va la définir. On va parler des facteurs qui affectent la charge mentale pour qu'on crée cette charge-là. Les signes de sa présence, les conséquences. Je vais aussi vous montrer des cas réels. Puis, on va parler de solutions statistiques, puis bien sûr, bien entendu, la conclusion. Je me nomme Steven Nadeau, je suis conseiller en architecture de solutions applicatives chez Desjardins pour la plateforme mobile accédée. Je viens de commencer ce rôle-là, c'est tout nouveau. En fait, je suis le premier conseiller en architecture de la plateforme. Il y a eu des gens très qualifiés qui ont passé avant moi, mais ils n'étaient pas conseillers en architecture, ils étaient plus des tech leads. C'est ça. Bref, ça ne pas trop sur le sujet de ma personne, c'est pas ça le but aujourd'hui. Une petite définition, désolé, un peu de lecture. Le coût, la définition de la charge mentale par le docteur Marie Lacroix, docteur en neurosciences, c'est le coût de traitement d'une information pour un individu dans une tâche et dans un contexte donné. Dans le cadre professionnel, cette charge mentale peut prendre plusieurs formes: efforts de concentration, de compréhension, d'adaptation et de minutie. Accomplissement de tâches, de traitement d'informations, mais aussi de pression psychologique liée aux exigences de la rapidité, du délai, de la qualité d'exécution, à l'obéissance des ordres de la hiérarchie et à la gestion des relations avec les collègues et les tiers. Jusque-là, c'est assez simple. J'ai perdu mon introduction. Puis si on résume, la charge mentale représente la quantité d'informations à traiter quotidiennement, tant personnelle que professionnelle. Puis on s'entend, là, même si on est au travail, la maison nous suit au travail, on est à la maison. Si vous êtes comme moi, le travail vous suit à la maison, puis des fois même jusqu'à tard dans la nuit. C'est quoi les facteurs qui affectent notre charge mentale? Est-ce qu'ils sont simples à identifier? Dans le fond, en fait, ils ne sont vraiment pas simples parce que la charge mentale, c'est vraiment propre à chaque individu, puis au contexte dans lequel on place cet individu-là. Si, comme moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un contexte positif pour travailler, si je travaille pour un boss qui est plus autoritaire, plus micromanagement, puis qui est négatif envers le travail qu'on fait, tout ça, je vais avoir de la misère à m'épanouir. Déjà là, ça peut apporter un élément de charge mentale selon les cas, selon le contexte. Exemple. Je ne dis pas que c'est arrivé, c'est juste des exemples. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'influencer. Ça rend donc vraiment difficile l'identification de la quantification, l'identification de la charge mentale. Puis chaque personne la vit différemment. Moi, je sais très bien que je suis un gars de projet, je suis un gars de 3 millions de projets dans ma tête tout le temps. Puis des fois, je cumule. Puis à un moment donné, oh, j'ai le goût de me coucher en petite boule, puis de fermer la switch à off, puis parler les personnes, il faut que j'aille au cinéma, il faut que je prenne une marche, il faut que j'aille courir. Tous les moyens sont bons. On va en parler un petit peu plus tard. Mais chacun la traite différemment, puis chacun a sa limite. Puis cette limite-là peut changer en fonction du contexte autour de l'humain qui la vit. C'est assez difficile à identifier. Puis souvent, c'est les personnes qui nous côtoient day-to-day qui, si nous, on ne le voit pas, eux autres, ils vont le voir et ils vont nous comprendre. On les catégorise de plusieurs façons. On a le facteur individuel, le facteur technique, organisationnel, sociaux, puis les événements ponctuels qui peuvent venir l'affecter. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations. En fait, on est submergé d'informations. On est connecté 24/7 selon comment vous gérez l'information avec vos cellulaires, comment vous gérez vos cellulaires. Il y a beaucoup plus d'informations plus. L'information est différente, elle est plus facilement accessible, puis selon comment on gère, on peut être immergé d'informations avant même de commencer la journée. Ce n'est pas évident. Les organisations, puis c'est encore plus vrai avec la pandémie, on est de plus en plus dans des milieux compétitifs. On veut faire de plus en plus de choses avec moins de personnel, moins de
d'efforts d'embauche, tout ça. On va avoir moins de monde pour faire plus de jobs. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de prioriser. Il faut travailler, vous êtes à quelqu'un, là, je veux ça tout de suite. Ouais, mais là, ça fait déjà 3 priorités numéro 1 que tu me donnes. Fait que c'est d'autres personnes, d'autres choses qui peuvent nous venir influencer cette charge mentale-là. Parce que si tu travailles avec quelqu'un qui t'alimente dans le job, puis lui, il dit tout le temps oui à tout le monde, puis non, puis il ne priorise pas, il prend des engagements pour ta personne. Puis ben là, tu te ramasses à gérer ces engagements-là alors que ce n'est pas toi qui as fait la promesse. C'est tout d'autres éléments qui peuvent venir influencer la charge mentale. Il y a la gestion du multifocus. C'est un autre facteur. Les changements organisationnels. Exemple, si on prend un club de hockey sportif, on a un directeur général, un coach, le coach est renvoyé, un joueur performait, le nouveau coach, n'est pas ce genre de joueur-là qui aime. Bien, ça peut venir mettre un stress sur les équipes parce que l'équipe n'allait pas bien. On change une personne importante dans l'organisation, on en met une nouvelle, il y a des nouveaux favoris, il y a des nouvelles personnes qui sont tassées pour ces nouveaux favoris-là, bien, ça crée un stress. Fait que selon comment l'individu va gérer ce stress-là, ce changement-là, bien, il peut se ramasser avec une charge mentale et éventuellement des conséquences qui viennent avec. Jusque-là, Jusque-là, ça va? Je parle pas trop vite, Kevin? Correct? Merci. Pour ça, moi et Kevin, ça fait depuis 2018 qu'on se connaît, fait que ça se peut que j'y envoie une coupe depuis. Comme je disais, hop, on passe une petite diapo. Je me suis rendu compte que j'étais sur l'autre portable. Pas pire. T'es rendu au type organisationnel et social. Comme je disais tantôt, organisationnel, ça peut être quoi? On est dans une start-up, on est dans une PME, on est dans une entreprise, dans un domaine avec des normes serrées. Le secteur public, ce n'est pas les mêmes contextes. Une PME, généralement, fait beaucoup avec pas grand-chose, c'est-à-dire une petite équipe. On veut bouger rapidement, on veut être sur le marché, on veut sortir notre produit pour avoir des fonds pour continuer notre produit. Fait que ça crée un système de charge mentale qui peut être bon. Puis selon les joueurs que tu mets dans cette start-up-là, ben, soit que ces joueurs-là vont prospérer parce qu'ils aiment la pression, puis c'est leur environnement. Puis d'autres personnes que tu vas mettre là, même si les conditions sont gagnantes, pour eux autres, ce n'est pas gagnant parce que gérer du stress ou de la pression ou de faire des nombreuses heures de travail, ben, ce n'est pas des conditions gagnantes pour ces personnes-là. Même affaire au niveau du secteur public. Je ne dis pas que toutes les couches du secteur public sont mauvaises, mais il y a des places que ça roule trop slow, puis il y en a que ça roule vite dans leur tête. Puis ils veulent que ça roule vite. Fait que si ça roule trop slow, ben c'est peut-être pas le bon contexte. Fait que ça va peut-être du monde qui vont n'auront peut-être pas de charge mentale, mais ça va peut-être les gruger de l'intérieur. Moi, je sais que je suis de même. Quand j'ai fait les mandats au gouvernement, quand j'étais plus jeune, faire 2 fois le même projet parce que tel projet, tel projet, tel projet ne se sont pas parlé, puis on fait la même affaire au même moment, puis on vient de gaspiller 300 000. Je trouvais ça dur sur le moral. Je rentrais à la maison, puis c'était difficile. Ça dépend vraiment du contexte. Le contexte social. On travaille-tu dans une équipe compétitive? Est-ce que moi, je suis bon dans une équipe compétitive? Je vois, là, on ramène souvent l'individu, mais dans le contexte. Dans une équipe où les tensions sont présentes, ça peut arriver, là, justement, le sens de compétition. Ah, lui, il est plus jeune que moi, mais meilleur que moi, crée une compétition qui est malsaine. Puis des fois, au lieu de travailler en équipe, ben, tu viens à faire des petits gestes, des commentaires, puis ça devient problématique, puis ça peut créer une pression dans l'équipe. Ou juste une personne que tu viens d'engager, tu penses que ça allait cliquer, ça ne clique pas. Pas que la personne n'est pas bonne, mais ça ne fit pas dans cette équipe-là. Puis là, l'équipe qui essaie de l'aider, met de l'énergie à l'aider. Puis là, ça crée une charge mentale, une pression sur ces personnes-là pour aider cette personne-là à prospérer et à donner une bonne ressource dans l'équipe. Ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a la pression de suivre les tendances. Des fois, il y en a qui sont comme ça, là, let's go, on va être les premiers à faire cette tendance-là. C'était juste un buzzword qui est tombé sur Internet, puis le monde l'a suivi. Met de la pression, crée d'autres problèmes. Pression par les réseaux sociaux, autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Ça arrive à tout le monde. C'est une autre possibilité dans tout ça. D'autres choses qui peuvent influencer aussi, c'est pas la bonne diapo. Au niveau individuel et technique.
Comme je disais tantôt, on revient souvent à la personne, puis on la met dans un contexte organisationnel et social. Mais de base, la charge mentale, je disais depuis le début, ça revient un peu à comment la personne gère les choses, comment elle est équipée pour faire face à ces situations. Donc, on va se fier aux qualités de personne. Est-ce que c'est une personne qui est capable de prendre beaucoup de charges de travail? Est-ce que quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de dédié, quelqu'un de travaillant, quelqu'un qu'il faut vraiment qu'il fasse un focus à la fois, parce que sinon il décroche facilement, ça devient plus difficile. L'expérience, les connaissances techniques, c'est important. Si on donne un dossier qui est technique, trop technique à mettons, un junior qui vient de rentrer, là, le junior, lui, n'est pas capable de gérer la pression, puis là, il se met de la pression pour réussir ce défi-là, alors que le défi, la marche était trop haute pour lui. Ça peut finir par y créer une charge mentale. Puis, comme je disais tantôt, ben, il y a les besoins de la personne aussi. J'ai besoin d'un environnement de tel type pour prospérer. C'est des choses qui sont importantes pour la personne. Puis, les derniers types de facteurs, c'est les facteurs ponctuels qui viennent influencer sur favoriser la charge mentale, les problèmes de santé. Donc, j'ai malheureusement un cancer ou un problème un peu plus mineur. Ça peut venir jouer sur ma capacité à gérer cette charge-là. Même si je suis quelqu'un qui n'est pas stressé dans la vie, ben, la fatigue que ça tire, ça peut venir favoriser cette charge mentale-là. Problème dans la vie personnelle, vous avez des problèmes de couple, vous arrivez au travail, vous n'êtes pas capable de séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle. C'est toutes des choses qui vous trottent dans la tête, en plus de l'information que vous devez faire. Puis même si vous voulez professionnel à la job, là, si vous voulez vraiment être là, 100% dédié à votre travail, mais la réalité, c'est qu'à la maison, ça chie. Là. Puis vous ne savez pas si dans un mois, dans 2 mois, vous êtes encore en couple ou vous allez voir vos enfants. C'est toutes des situations que peut-être que quotidiennement, on ne vit pas, mais qu'on peut vivre au travers d'une vie. Puis c'est toutes des affaires qui peuvent apporter vraiment un roll-ball complet. Des changements importants au travail. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si Covio, vous vivez ça souvent, mais chez Desjardins, ça arrive, là, une réorg, que genre 5-6 directeurs qui partent ou qui prennent les équipes, ils refont un shovel, puis comme s'ils entraient les dés, puis ça va bien marcher. Puis finalement, tu commences la réorg, tu fais comme ah, OK. Ils n'ont comme pas pensé à ça, hein, c'est comme pas fini. Fait que, tu sais, ça peut mener, tu sais, exemple, justement, je disais que j'étais conseiller en architecture de la plateforme mobile. La plateforme mobile, dernièrement, Desjardins, je pense que j'ai le droit de le dire, a décidé de décentraliser ses équipes mobiles. Fait que les équipes mobiles, avant, c'était toute une grande famille, puis peu importe l'application chez Desjardins qui roulait, c'était tout sous le même directeur, le même chef d'équipe, puis c'était toute une grande famille. Mais là, ils ont décidé de décentraliser ça, d'envoyer ça, s'attacher sur des produits. Fait que produits de financement, produits de paiement hypothécaire, choses comme ça. Fait que là, c'est toutes des petites équipes. Fait que ça change, ça crée on va se dire, quand même un gros bang pour ces personnes-là. Ça a pris quand même un bon 6 mois à mettre la machine en marche, puis faire changer la mentalité. Puis ça change beaucoup dans leur quotidien. C'est plus le même directeur. C'est plus la même façon de travailler. Là. Il y a une équipe de plateforme qui les aide à rendre la plateforme meilleure, puis qui les aide à de livrer plus vite leurs produits. C'est cool, mais au quotidien, c'est pas le même qui est habitué de travailler, fait que ça vient leur créer une charge supplémentaire. Il faut qu'ils s'adaptent, mais ce n'est pas tout le temps évident, puis ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Puis selon les acteurs en place, ben, ça peut venir influencer. C'est un exemple que je vous donne comme ça, gratuitement de main. Les signes. Là, on va se recentrer sur l'individu parce que souvent, les signes, c'est l'individu qui va les montrer. Puis vous allez voir. Oui. Ah, oui, merci. C'est une expérience. Les signes. La fatigue. Difficulté à dormir. Ça a déjà arrivé qu'à 3 heures du matin, c'est les 2 yeux ouvrent puis ils commencent à penser à un problème qui est pogné dans la journée d'avant. Des fois, c'est le fun parce que vous trouvez la solution, mais des fois, c'est pas le fun parce que vous ne dormez pas la nuit et vous n'avez toujours pas la solution le matin. Irritabilité. Quel mot? Difficulté à se concentrer. Ça peut être du TDAH aussi. Ça peut arriver. Mais ça peut être aussi une conséquence du TDAH, la charge mentale, en passant. Découragement. Besoin de faire des listes. To-do list, to-do list, to-do list, faire des listes. C'est important de faire des listes. J'aime ça, faire des listes. Stress pour des choses minimes.
vous êtes rendu vous êtes en train de faire un build-up, si on excusez l'anglicisme. Puis là, il y a une affaire très simple à faire. Là. Mais c'est comme l'élément sur votre liste de trop dans votre journée. Puis là, ça vient vous stresser pour absolument rien. Tantôt, je disais, besoin de se créer une bulle. Des fois, moi ça m'arrive. Je finis ma journée, je peux brûler, plus d'informations qui rentrent. Chérie, je vais au cinéma, ça te dérange-tu? Pas de trouble. Je m'en vais au cinéma, je suis seul comme un croton au cinéma, mais ça fait le plein. Je vais sûrement me répéter tantôt quand je vais parler de solutions, mais c'est ça. Sentiment d'avoir la tête pleine, sentiment d'avoir rien accompli dans sa journée. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, ça m'arrivait souvent, puis je vais vous donner un petit truc pour ça tantôt. Bien sûr, cette situation-là, c'est un problème autant pour la personne, l'individu qui le vit, mais pour l'employeur aussi, parce que ça va éventuellement amener des problèmes de santé. On a parlé de stress, ça peut mener à l'anxiété. Et on va rester dans le jovial, fait que je n'irai pas dans les autres problèmes un peu plus deep, mais c'est pas bon pour l'employeur, c'est pas bon pour l'employé. Donc, vous pouvez perdre des employés. Il y a des employés qui peuvent partir en maladie. Ça augmente des coûts d'opération d'une entreprise. Puis, des employés heureux, ça ne fait pas généralement pas des entreprises très, très performantes. Ça, c'est important. Comme on en parlait un peu, les conséquences, stress et anxiété, problèmes de santé physique et mentale, parce que oui, si le mental ne va pas, ça se peut que physiquement, vous en ressentez aussi. Trouble du sommeil, perte de motivation, baisse d'efficacité, absence à répétition. Toutes des affaires qui coûtent cher à l'entreprise, puis qui généralement mènent à quelqu'un qui quitte l'entreprise puis qui va travailler ailleurs. Prochaine slide, on va être rendu à l'étude de cas. Il me reste à peu près 15 minutes. J'ai décidé, pour faire l'étude de cas, d'être votre cobaye puis de vous illustrer des situations que j'ai vécues dans ma carrière. Je suis rendu à presque 20 ans de carrière bientôt. Puis ces études de cas-là, c'est tout passé chez Desjardins, puis c'est pas de la faute de Desjardins, on s'entend, on a sûrement une part de responsabilité, mais puis je ne le dis pas dans le sens négatif, là, OK? Je suis, parce que des fois, ils disent que je ne suis pas tatoué vert, mais ce n'est pas vrai. Je suis quand même fier de mon entreprise, mais des fois, je suis capable de me choquer comme mon entreprise. Mais c'est surtout, ce que je veux dire par là, c'est que cette vulnérabilité-là, je suis content de la montrer parce que si on remonte il y a 20 ans, je pense, jamais j'aurais pensé que je serais rendu là dans ma carrière. Pas que j'ai une carrière exceptionnelle, mais je suis content de où je suis rendu, de ma progression. Puis je suis content d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, puis d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Fait que ça ne me dérange pas d'en partager les moments peut-être un peu plus difficiles. Je suis chez Desjardins, comme je dis, je vais vous en remettre un peu dans le contexte. Slide. J'ai entendu, mais je m'en allais là. Désolé. C'est ça, j'arrive à Desjardins en 2016 en tant que 2015 en fait, pour un Xème mandat en tant que consultant. En 2016, je m'enrôle officiellement. J'aime la nouvelle mentalité en informatique. J'aime l'équipe dans laquelle je travaille, même si j'aime moins un peu la job parce que c'était pas tant ma tasse de thé, la gestion des identités, même si c'était du développement pareil. On va se le dire, moi, je suis un gars honnête, je suis un gars transparent. Mais j'adorais l'équipe. L'équipe que j'ai travaillé avec était géniale. Il y a quelques exceptions près, mais bon, ça, on ne peut pas aimer tout le monde dans la vie, même si je suis très, très, très avenant. En 2017, après une année plus ordinaire, je décide de parler à un ami et je me ramasse sur Accéder en tant que développeur de Java. Pour vous situer, la dernière fois que j'avais fait du Java, peut-être les 2 premières années de travail en 2006, puis sinon aux études. Fait que je me lance un nouveau défi. Le slide. Je la chambre, ça m'en fout. Fait que j'ai ça. Comment ça marchait dans Accéder à cette époque-là? En fait, ça fonctionne pas mal comme ça fonctionnait. Mais ça évolue un petit peu. Bref, je vais commencer avec les facteurs organisationnels pour vous mettre en contexte avant de parler plus de qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, moi, j'étais à Val-Bélair, fait que 30 minutes de route minimum le matin pour me rendre à Desjardins, mais c'est plus 2 heures, 2 heures et demie dans la journée pour aller-retour. Fait que déjà un petit défi supplémentaire, mais tu sais, ça, je le connaissais parce que j'ai été consultant longtemps dans les mandats chez Desjardins. C'est des équipes en agilité.
je ne définirai pas jusqu'à où l'agilité va. Ce serait trop long. Amélioration continue, code review, travail par escouade. Dans ce cas-là, je tombe sur une escouade jeune, mais très technique. Puis c'est, j'ai dit accès, une belle faute. Pas accès, mais bien axé sur le travail de qualité. Le code des jardins, quand j'arrive, on n'est pas vraiment encore passé au cloud, fait qu'on est encore en mode gros monolithe de grande envergure. Puis, j'ai quand même une direction humaine, mais c'est une direction qui veut se prouver parce que l'ETI chez Desjardins, à cette époque-là, c'était encore beaucoup drivé par les gens de Montréal. Les équipes, les majors étaient à Montréal. Fait que la direction de Lévis voulait se prouver. Puis, elle faisait des choses très différentes de ses collègues de Montréal. Puis, c'est bien correct comme ça. Côté personnel, développeur de C# depuis 11 ans, ou un petit peu moins parce que j'ai fait du Java à travers. Je n'ai jamais vraiment fait de projet de grosse envergure, sauf peut-être un où j'ai été un programmeur pour un produit 100% custom auprès d'un client de mes compagnies. Puis, les récents projets que j'ai faits les dernières années de mandat, comme je disais tantôt, la GIA, c'était pas tant ma tasse de thé. J'étais comme semi. On dirait que j'ai comme perdu un peu mon temps. On va le dire de même, là. Mais c'est ça. Fait que, peut-être qu'au fond de moi, la confiance n'était pas dans le tapis quand je suis rentré chez Accédé. Puis, je suis père de 2 jeunes enfants. Les jeunes enfants, c'est un facteur. Puis, ces 2 jeunes enfants-là, qui sont merveilleux aujourd'hui, ne dormaient pas tant que ça, tant qu'ils étaient jeunes. Là, mettons, les 5, 6, 7 premières années des 2, là, en combiné, là, je n'ai pas beaucoup dormi, sauf que ma fille, c'était papa. Fait que ma blonde a fait comme, tu t'en occupes. De toute façon, elle brogue quand j'arrive. Fait que, occupe-toi. Fait que vous voyez un peu le contexte dans lequel j'ai commencé sur Accéder. Fait que, j'ai perdu ma page. Ah, fait que, on est rendu là. Là, on arrive sur le day-to-day. Il faut que j'accélère un petit peu, je vais manquer de temps. Fait que je suis un développeur d'or senior, mais comme je dis tantôt, j'ai manqué un peu de coaching. Certains projets n'ont pas donné le retour sur investissement pour la connaissance que j'aurais dû avoir. Donc, finalement, sans le savoir, je suis un peu. Ah non, c'est correct, Kevin. Mets-toi tes affaires. Fait que sans savoir, je suis peut-être plus intermédiaire. Puis à l'époque, puis encore une fois, ce n'est pas les individus, je n'ai jamais mis mes responsabilités sur les autres. J'avais un tech lead, 22 ans, 23 ans, un génie, vraiment intelligent, il comprenait comment ça fonctionnait, le code de Desjardins, puis le code en général, c'était intimidant. Fait que c'est là que le problème a commencé. C'était intimidant, mais ce n'était pas de sa faute à lui. Il n'était pas intimidant. Il était sympathique, il m'aidait, il coachait. Mais dans ma tête, c'était pas normal qu'un gars de 31 ans, il se faisait clencher par un petit jeune de 22 ans. Fait que vous voyez le build-up qui se faisait dans ma tête. Fait qu'au début, ça allait bien. Le Java revenait à moi, puis je me débrouillais. Mais tu sais, dans une infrastructure aussi grosse qu'un monolithe comme Desjardins, il y a beaucoup de Java à catcher up. Puis, tu sais, j'avais travaillé avec des repos, mais je n'avais jamais travaillé avec Git. Eux autres, ils faisaient du Git avec des command line. Premier apprentissage. Fait que j'avais plein d'informations à rentrer. Fait que day-to-day, let's go, je vais en prendre, je suis capable. Mais plus le temps passait, plus que je me ramassais avec des vagues. Fait que des fois, je partais sur un sprint, ça allait super bien, on finissait la rétro. Yeah, tout a bien été, cool. Puis finalement, le sprint d'après, ben, je suis mauvais. Ça a pris tout mon sprint de faire une tâche, puis je m'auto-flagellais, puis j'étais vraiment négatif. J'avais des lunettes vraiment dark. Là. Pas dark, pas le fun, mais dark, désagréable avec les autres. C'était plate comme ça, mais c'était dur. J'avais vraiment une perception négative de moi-même, puis pas plus négative que ce que les autres pensaient, dans le fond. Mais moi, c'est le même que je me sentais. Puis en plus, j'avais la fatigue des enfants rentrés. Bref, tous les facteurs étaient là pour que moi, comment je suis dans la vie, devienne négatif, alors que je suis un gars super positif, mais ça allait pas bien. Que voulez-vous? Puis la confiance, comme je disais, des derniers mandats, c'était pas top. Mais je continuais à travailler fort, je continuais à essayer de ramper up, puis je réussissais des affaires. Des fois, je fais des mauvaises affaires, mais en gros, ça allait bien, mais en même temps, calique, ça ne voulait pas. Ça voulait pas aller juste bien. Puis j'avais encore le goût, tu sais, mon directeur disait, tu cherches à essayer autre chose, aller dans une autre équipe. Puis je voulais pas, je voulais rien savoir. C'était comme dans ma tête la job de rêve que je pouvais lander, puis prospérer, puis apprendre plein de choses, puis let's go.
Je voulais y arriver. Je ne voulais pas échouer, ce n'est pas mon genre, j'aime pas ça échouer. Premier changement majeur, c'est bizarre à dire, qui m'est arrivé, changement de directeur. Fait que, mon chef d'équipe devient directeur, économie problématique, une approche différente. Pas que l'autre approche n'est pas bonne, mais peut-être l'approche affectait plus avec moi. Second événement, changement d'escouade. Veux-tu essayer quelque chose? Tu restes dans l'équipe, mais tu t'en vas dans une autre escouade. Bon, OK. Fait que, why not? On va l'essayer, tu sais. Là, j'arrive dans ma nouvelle escouade, rencontre les gens. Hey, oui, peux-tu nous aider à faire ça? On a su que tu étais pas pire dans ce genre de tâches-là. Ça commence de même. Passe une note positive, puis ça commence bien. Ils sont en train de terminer un projet, ils ont besoin de certains de mes skills que j'ai développés au fil des ans avec mon ancienne équipe. Ça va bien, on livre le projet, tout est positif. Jusque-là, on n'a pas comme d'effet vague, mais je continue quand même à avoir de la charge parce qu'il ne veut pas, j'ai beaucoup d'informations à aller chercher. Je suis pas malheureux. Puis le bonheur revient tranquillement, pas vite, puis tout redevient un petit peu positif. Et là, autre événement positif, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui a été le premier événement, un des premiers événements qui a fait basculer ma carrière. Puis en écrivant ça hier soir, j'ai envoyé un message de merci. Ma Scrum Master, je vais l'appeler Galeli, puis c'est son nom. Galeli, que Kevin connaît aussi, a été, je ne dirais pas une mère, là, ce serait un terme un peu péjoratif, mais elle m'a vraiment redonné en confiance, elle m'a mis en confiance, elle m'a mis dans le bon état mental, puis à partir de ce moment-là, tout a déboulé. Il me reste combien de temps à peu près? 5-10, OK. On va prendre sûrement 10. Je vais essayer assez d'enchaîner. Fait que là, on continue parce que je veux vraiment prendre le temps de jaser de quelques solutions. Fait que rendu là, on est, mettons, décembre, on finit le projet, on arrive en janvier, on commence un nouveau projet. Premier projet dans le cloud chez Accéder. Fait que là, j'ai un tech lead, j'ai une autre personne qui me montre Angular de façon vraiment facile. Tout est fluide, l'information rentre, tout va bien. Je file le parfait bonheur. Fouillez-moi pourquoi j'ai la bascule d'escouade, qu'est-ce que ça a changé? L'environnement a changé. C'est une des solutions. D'ailleurs, des fois, changer les personnes d'environnement, ça peut les aider à se redémarrer et à repartir dans le bon sens. Mais ça a marché. Jusque-là, tout va bien. J'apprends des nouvelles choses. Je me sens appuyé. J'ai la recette de succès, comme dirait mon ancien directeur. Puis, un autre événement qui est important, puis à ce moment-là, je ne le savais pas à ce point-là, tant que ça. Ce monsieur-là débarque d'Europe avec pas de manteau d'hiver au mois de mars. Puis il vient faire un tour, puis il dit, puis mon directeur dit, est-ce que c'est Kevin, est-ce que vous voulez l'avoir dans votre équipe? On cherchait des développeurs. Fait qu'on avait quelqu'un qui venait de quitter. Fait que Kevin, il rentre genre 5 minutes, il y a un bon fit. Fait que let's go, Kevin, il est temps. Fait que je pense 2 semaines après, on travaille ensemble. Fait que là, ça reste dans le même. On commence à faire notre projet dans le cloud, puis tout va relativement bien. Je continue à apprendre des choses. Tout est positif. Autre événement qui aurait pu tout faire basculer, mon tech lead décide d'accepter un nouveau défi. Puis il se retourne vers moi et il dit c'est mon remplaçant. C'est parce qu'il y a 6 mois, j'étais prêt à. Bref, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Bref, il fait transfert de connaissances, puis il n'y a rien de mieux que de se mettre dans le feu pour kicker quelqu'un. Puis quelqu'un comme moi, ça, c'est le genre de défi que j'aime ça relever. Fait que début de rôle tech lead, livre le projet. Je vais résumer un peu, c'est peut-être la partie un peu moins. J'ai besoin d'aller dans le détail. Mais cette année-là, 2019, belle année, rencontre Kevin Paquette, qui a été, je vais en parler un peu plus en détail tantôt, qui a été important pour moi. Puis, Galilée est toujours là, elle m'appuie toujours. Puis, commence à avoir d'autres genres de signes de charge mentale, mais c'est différent. C'est positif, c'est juste que tu deviens tech lead, puis j'explique le rôle de tech lead de Desjardins dans pas long. J'ai oublié une coupe de slides. C'est pour ça le clicker, c'est pratique. Fait qu'on change un peu de paradigme. On a un tech lead qui est parti. Le contexte global est similaire quand même au numéro 1. J'ai encore du trafic à faire, j'ai encore plein de choses, mais j'ai comme eu le temps de m'adapter à la nouvelle escouade. Ça, c'est déjà positif. Mais là, avec le tech lead qui part,
Une autre ressource, la personne qui m'a formé sur Angular décide de partir aussi parce que c'est un consultant. Fait qu'on se retrouve avec une escouade un peu plus junior, mais il y a Kevin qui arrive, qui est, je ne sais pas combien d'expérience tu avais, Kevin, à l'époque, mais je connaissais plein d'affaires. On va se le dire. J'ai toujours le support incroyable de ma Scrum Master de feu. Puis, il y a le rôle de Tech Lead chez Desjardins. Tu sais, normalement, Tech Lead, on est là pour faire des recommandations, on coach les plus jeunes. Mais chez Desjardins, c'est plus que ça. On a non seulement cette charge, on a la charge d'embaucher les gens dans notre escouade, on a la charge de maintenir nos environnements de développement, fait que ça plante, ça nous autres, que la charge nous revient. On a le rôle de proxy PO avec nos PO pour échanger notre PO. Le Scrum Master nous aide, bien entendu. Mais bref, on a une coupe de chapeau. Vous voyez qu'on peut devenir rapidement le bottleneck. Une affaire que je ne faisais pas assez au début, c'est bizarre à dire, mais je le faisais avant, mais j'ai perdu comme l'habitude à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. C'est de prendre des notes. Je ne prenais pas assez de notes. Fait que, moi, je cumulais l'information dans ma tête comme un champion. Puis ça arrivait des jours que, j'en oubliais, parce que j'avais peur d'en oublier, fait que je me mettais une charge pour ne pas oublier. Puis, c'est ça. Là, ça, c'est un objet tranquillement un petit venin qui s'insérait dans mon cerveau qui m'empêchait de performer. Ouais, c'est ça. Puis je vais aller. Il reste juste 5 minutes. Mais ça va quand même bien, par exemple. Je vous dis tout de suite, ça va bien. Mais plus ça va, plus que mon importance, j'aime pas le terme, là, mais je prends plus de responsabilités, je suis plus connu, je fais des projets plus importants. Donc, je veux pas, Steven, tu peux-tu m'aider? Steven, tu peux-tu? Steven, tu viendrais-tu à telle réunion pour je veux ton avis sur quelque chose? Mais ce n'est pas tout dans le contexte de l'escouade, c'est à travers la direction. Plus ça va, plus que la quantité d'informations que je traite est importante. Puis j'essaie de déléguer idéalement quand je peux, mais ce n'est pas tout le temps facile. Puis c'est tout le temps la solution des directeurs. Il faut que tu délègues plus. Ouais, mais tu sais, ton dev junior, il n'est pas prêt à faire. Je peux lui montrer, là, mais ça va prendre une couple de semaines avant qu'il soit capable de gérer un bug en production. Là. Ça, c'est sans compter les accès de sécurité qui sont problématiques. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne se perdra pas. Puis là, début de 2020, c'est là que Kevin était déjà important dans ma vie. Désolé, Kevin, je te ramène tout le temps sur le hotspot. 2020, vous vous souvenez, c'est quelle année? C'est l'année de la pandémie. Mettons que le début de l'année commence. Il n'y a pas trop de projets, mais vous allez faire ça, vous allez faire ça. Puis on commence à 2 projets. 2 projets, c'est pas si pire, mais là, il y a mon boss qui dit Kevin, il va être co-lead sur ce projet-là avec toi. Parfait, on a 2 projets, on se divise à 2, c'est facile. Mais là, on tombe en pandémie. Généralisé, 4 minutes, ouais, accéléré. Panique généralisée, on se tombe pas à 2 projets, à 4 projets, dont un majeur. Puis le majeur, le PO, lui, il est sur les initiatives COVID. Fait qu'il n'est pas là. Fait que la bonne nouvelle, c'est que c'est un produit qu'on connaissait, mais on a une série de récits qu'on a travaillé ensemble. Puis, il me donne la carte, il dit, tu t'arranges avec ça, puis si tu as des questions, tu me poses. Bien, tu me poses quand j'ai du temps, c'est-à-dire presque jamais. Puis, là-dessus, mi-année à peu près, 5e projet qui s'ajoute, qui est un peu connexe, mais ça reste quand même pas mal d'âge. Vous voyez tout le potentiel de build-up d'informations qui se fait. Premier coup de pouce que j'ai. Ah oui, c'est vrai. Étape importante. Ma Scrum Master décide de quitter le nid. Je vais le dire demain. Elle quitte le nid pour des raisons personnelles. Fait que je perds un allié important. On perd un allié important. Puis, là, c'est ça. Le nouveau Scrum Master rentre et dit Hey, je te vois aller, puis ça ne tente pas d'avoir une façon de prendre des notes pour organiser ton temps. Nouvelle solution, prioriser ses propres dossiers pour pouvoir y arriver, pour pouvoir se sortir de la rechargement. Là, je vais résumer parce que je vais manquer de temps. Je savais que j'allais trop parler. Ces 2 années-là, on a cumulé des projets à une vitesse assez folle, merci. Je pense qu'on s'est rendu à 8 produits livrés en sur 2 ans, puis c'était pas tous des produits faciles, puis c'est souvent dans le cloud au moins. Ça nous a aidé un peu, mais on a navigué à travers ça, puis ça a été 2 années chargées, puis des petits trucs comme justement avoir un Kanban personnel pour prioriser mes choses, pour ne pas l'oublier. C'est des choses qui m'ont aidé à passer à travers. Puis, comme vous voyez sur la timeline, je suis encore là aujourd'hui, puis j'ai eu 2 évolutions de rôle, puis je continue quotidiennement à améliorer mes techniques de gestion de la charge mentale parce que c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit, monsieur là-bas avec la tuque bleue, désolé, j'ai oublié les noms. Il dit, tu vas voir ta présentation, tu vas la faire dernière minute, puis tu vas tu vas être stressé. Ben oui, c'est ça. Je me suis buildé une charge mentale, puis dimanche soir, il n'y a plus rien qui allait. J'étais vraiment à la dernière minute. Piste de solution, rapido. 3 niveaux d'action. On peut agir sur l'environnement, on peut agir sur les tâches, prioriser. Favoriser vos propres compétences et prendre le temps de s'outiller. Protéger votre attention. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, retourner au travail depuis l'après-pandémie, le 2 jours semaine ou le 3 jours semaine au travail, je me suis rendu compte que c'était plus difficile la gestion des énergies d'aller au travail. Pas que je ne suis pas social, au contraire, je suis quelqu'un de très social, mais le bruit autour du bureau que tu travailles, ça vient charger. Il y a d'autres avantages, comme échanger, cultiver la connaissance, des choses comme ça, prendre l'information, faire des conceptions. Il y a plein d'avantages d'aller au bureau. Il faut prendre des pauses, ça c'est important. Des fois, juste prendre un petit 10 minutes, aller me prendre l'air dehors, c'est super réparateur. Oups. Bon. Puis, apprendre à prioriser, apprendre à dire non. Ça, je suis vraiment pas bon là-dedans. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il ne faut pas hésiter à reconnaître qu'on a peut-être de la charge mentale, puis il faut apprendre à le nommer. Ça, c'est super important. Accepter l'imperfection. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste dans la vie. Fait que des fois, c'est difficile, puis célébrer les petites victoires. Ça, par rapport à ça, là, tantôt, je disais, j'avais de la misère à voir. J'avais de la misère à qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? On dirait que j'ai rien fait. Je fais des listes, des to-do listes inversées. Maintenant, quand je fais une niaiserie comme écrire un courriel important de communication, je rentre dans to-do list, je le coche. À la fin de la journée, je peux voir l'accumul de tout ce que j'ai fait. Ça prend 2 secondes et demie, puis ça me met dans un mood positif. Oh, j'ai tout fait ça aujourd'hui, même si ce n'était pas ça que j'avais prévu, j'ai tout fait ça. Fait que ça, c'est un des nombreux trucs. Alerter son gestionnaire ou une ou un collègue de confiance. Je close ça. Je vais sauter des statistiques, mais vous voyez que 21 %, c'est quand même pas mal de personnes qui vivent ce genre de problème-là. Oups. Comme je disais, personne de confiance, parlez-en à vos gestionnaires, puis il y a plein de ressources dans les compagnies. Les compagnies s'adaptent à ça maintenant. J'ai envie de sauter la période de questions, puis au pire, je ferai un post-it pour après. Je vais juste rester pour la première séance, malheureusement. Les références de toutes mes recherches. En passant, je ne suis pas un psychologue. Hein. Ça de même, j'ai juste du vécu. Fait que je veux juste vous le dire. Si vous voulez me donner un petit feedback, ça serait le fun, ça serait apprécié. C'est ma première présentation. Puis si le feedback est positif, j'aurais peut-être une suite à faire sur celle-là. Vous allez mon LinkedIn si ça peut vous intéresser, sinon je suis facile à trouver. Puis j'espère que vous avez apprécié, même si ce n'était pas du technique, j'espère que c'était intéressant.